Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur la psychologie du sport, donc une thématique un peu différente qui sort légèrement de mon champ d'expertise, car je suis beaucoup plus focus sur les entraînements. C'est toute une thématique à part entière, hein, donc ça demande pas mal de formation, d'expérience là-dedans, chose que j'ai beaucoup moins que l'aspect programmation, planification, mais ça fait quand même partie intégrante du rôle du coach et de supporter son athlète mentalement. C'est une chose un peu différente avec juste un entraîneur ou autre. Et là, on accompagne l'athlète de manière un peu plus globale. Et aussi, en tant qu'athlète, de développer certains skills pour être plus fort en termes de performance, mais aussi au niveau mental, ce qui aide aussi à la performance. Donc on le sait, il y a pas mal d'études qui supportent la chose. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va aborder. Et dans la psychologie du sport, ici, on va beaucoup plus parler de résilience mentale. Donc comment être un athlète plus résilient. Je vais essayer de t'apporter des outils concrets là-dessus. Donc pourquoi est-ce que je te parle de ça Aussi parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas spécialement beaucoup dans l'entraînement, dans les sports de force, et surtout pas spécialement non plus en calisthénie. On va te parler parfois de mindset, d'imagerie mentale. Mais si on va essayer d'aller un petit peu plus loin, de voir pas mal de choses. Il faut savoir que j'ai suivi une petite formation là-dessus de résilience mentale. Bon, ça fait quelques temps, donc là je suis un petit peu rouillé, mais je me suis pris quelques notes. Donc tu m'excuseras si parfois je vais fouiller un petit peu tout ça, avec des points clés abordés. Je vais pas non plus te déballer tout le contenu de la formation qui était super intéressante. Donc la formation était faite par Patrick de Psychologiste, un professionnel en psychologie du sport qui accompagne les athlètes et qui est formateur notamment. Donc c'était une formation très très intéressante et il m'a donné pas mal d'outils que j'essaye d'appliquer. Malheureusement, j'ai encore beaucoup de mal à appliquer ça. Je pense que j'ai du travail à faire là-dessus, mais j'essaye de les intégrer. D'ailleurs, dans mon coaching, à l'époque, j'avais aussi fait un module sur le mental où je te parlais un peu de base et c'est des concepts que j'ai pas mal parlé aussi dans mes vidéos. Ici, je vais déjà te dire ce que je faisais avant, et là, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc voilà, je prends un peu le temps de t'expliquer le contexte. Donc moi, ce que je parlais avant avec mes athlètes, c'était principalement au début du coaching, voilà, objectif, voilà, hyper important. C'est une métrique un peu externe, donc on verra un peu comment bien se fixer des objectifs. Après, je parlais beaucoup de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait de la calisthénie? Qu'est-ce qui nous a poussé à nous mettre? Ça, c'est hyper important et je pense que ça va être lié aussi à ça. Ensuite, on va parler d'adhésion, donc comment faire en sorte qu'on kiffe ses entraînements, comment est-ce qu'on va respecter ses entraînements et tout. Donc ça va être des choses assez importantes. Comment gérer son ego, voilà, accepter que parfois on ne progresse pas aussi vite que certains, que notre performance n'est pas toujours à son prime, qu'elle fluctue. Comment dealer avec ça, comment s'autoréguler aussi, comment garder de la réserve, c'est des choses qui sont assez importantes à avoir en place. Ça, je l'avais beaucoup abordé, donc c'est tous des aspects plus propres à l'individu. Faire confiance au processus, potentiellement avoir une pratique un peu plus méditative, plus de visualisation, des outils un peu plus concrets sur ça. Est-ce qu'on a certaines croyances limitantes? Comment essayer de les casser aussi pour mieux appréhender certaines barres, certaines capacités qu'on a peut-être à s'entraîner plus ou moins, ou comment gérer tout ça. Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent ou non d'un point de vue mental? C'est quoi la différence entre ces personnes? Donc c'est des choses que j'avais tendance à aborder. Donc voilà, c'était un peu plus ma science de la psychologie que j'avais tendance à apporter avant. Et ici, on va apporter des outils beaucoup plus concrets sur la formation. Donc voilà, ici, passons ce que je t'ai dit. Maintenant, oublie ça, je vais juste te parler d'autres points. Donc ici, je te fais déjà un petit teasing. Donc on va parler principalement du rôle un petit peu de la psycho, légèrement. Après, on va parler de skills de communication, de skills d'analyse, donc comment analyser une situation, comment se fixer des objectifs, comment réguler le bruit comme ça, donc la hype, le pacing, donc comment mieux gérer son effort, que ce soit à l'entraînement et en dehors de l'entraînement, comment réguler ses émotions, euh, sa conscience mentale, mindfulness, comment gérer les pensées intrusives, ok je suis faible, j'y arriverai pas, etc.
une routine, comment bien faire de l'imagerie mentale de manière efficace et un peu plus avérée, et comment construire vraiment de la robustesse mentale euh, et s'adapter un peu par rapport à cette personnalité. Donc voilà, on va pas tout détailler, sinon c'est un cours en entier forcément, donc je vais essayer de te détailler juste des points clés, et je t'invite peut-être à aller regarder quelques ressources, je vais peut-être te citer certaines études, certains modèles, donc voilà. Après, je t'avoue, je les expérimente pas non plus, donc je suis pas le plus professionnel pour te parler de ça. Je te cite juste les informations de ce que j'ai plus ou moins compris, je vais essayer de te donner des exemples un peu dans ma pratique personnelle en tant qu'athlète et que coach. Euh, bah voilà, si tu m'écoutes, tu vas peut-être pouvoir aussi déjà te dire, bah en fait c'est important, ouais, en fait c'est des trucs que je fais, que je devrais peut-être faire ou autre, et ça pourrait être pas mal. Allez, let's go. Donc voilà, pourquoi est-ce que la psychologie du sport est cruciale? Ben, tu te rends bien compte que quand tu fais du sport, il y a des trucs qui se passent dans ta tête simplement. Donc c'est gérer ses émotions, ses pensées, son comportement, ça va être très important. On sait que bah, forcément, dans les équipes sportives en général, il y a toujours un préparateur mental. Donc voilà, c'est vraiment une casquette à part entière, chose que je n'ai pas non plus. Mais voilà, vu qu'on est souvent en communication avec les athlètes, ça va être important de comprendre certaines choses. Donc on va surtout souvent bah, gérer la performance, euh, la résilience. En fait, c'est un peu souvent on parle de robustesse mentale, bah, c'est un peu c'est autre chose, hein. Il y a vraiment des concepts assez différents dans la psychologie du sport. Ici, dans la résilience, c'est plus comment tu vas réagir vis-à-vis d'une situation. J'aurais tendance à l'interpréter comme ça. Donc c'est important et ça est relié forcément à la gestion du stress. Et donc voilà, forcément, un entraîneur, bah, ça se limite pas juste à programmer, à compter des reps, à être un robot derrière la programmation, même si à titre personnel c'est un truc que j'aime garder quand même, j'aime avoir ce rôle un peu plus de programmateur, mais c'est important d'aller chercher au-delà, inspirer, voilà comment avoir une meilleure adhésion au programme, vraiment booster le changement, inspirer le changement, inspirer l'évolution, avoir un peu les mots qui boostent aussi. Donc si on est là, c'est toutes les choses que j'essaie de mettre en place aussi dans les feedbacks que je fais, dans les retours que je fais avec mes athlètes, quand on a des échanges, etc. Et voilà, c'est prendre en compte la tête en tant qu'individu aussi. Donc voilà, ça s'adapte forcément à une personne qui a, qui a des émotions et des besoins et un contexte. Donc c'est important de le savoir. Ok, bon, on va aborder un petit peu le premier chapitre, un peu qui est la communication. Donc ça, c'est hyper important. Donc, bah, comment ça va dépendre beaucoup du modèle aussi, un peu de coaching qu'on a. Bah, forcément, si on est en présentiel et qu'on a une heure avec la personne, ça change. Si on est un jour en compétition avec une personne, bah, ça permet d'avoir un contact un peu plus différent. Et après, si on a des échanges journaliers avec la personne sur WhatsApp, bah, ça va être un peu différent que si on a des retours un peu hebdomadaires, plus dans mon système. Donc moi, j'ai l'impression que vis-à-vis du modèle que j'ai, il n'y a pas une communication énorme, on va pas se cacher, mais elle n'est pas toujours non plus nécessaire. Je trouve que c'est un des avantages aussi parfois avec cette communication un peu différée. Et c'est comme ça que ça me permet aussi d'optimiser un peu l'énergie de chacun, le temps de chacun. Et voilà, c'est un modèle que j'aime bien, mais il y a quand même une communication qui est présente. J'insiste beaucoup là-dessus. Je trouve que les athlètes qui me communiquent le plus ou le mieux sont souvent ceux qui obtiennent parfois plus de résultats ou qui comprennent un peu plus le processus et qui comprennent, qui tirent la meilleure expérience, je dirais, du coaching. Et donc moi j'insiste souvent pour me poser des questions toute la semaine, et en fin de semaine il y a un compte rendu dans lequel vous allez me faire un feedback ou un retour complet pour voilà, emmagasiner les informations, et sur base de tout ça j'essaie de détailler un peu ce feedback, comment s'est passé ta semaine, comment d'un point de vue entraînement, en dehors de l'entraînement et autres. Et au plus on, voilà, il faut donner des détails assez pertinents, mais ce qui se passe à l'extérieur aussi, la psychologie, le ressenti qu'on a eu sur certaines barres, etc., est quand même très très pertinent. Et parfois, refléter là-dessus est pertinent. Faire un petit appel aussi pour voir un peu comment le processus s'est passé, tirer des conclusions sur le bloc qu'on a pu prendre, et voilà, voir un peu la démarche sur le suivant. Et tous des trucs comme ça, c'est hyper important. Donc comment est-ce qu'on va essayer de faire une communication efficace? Donc ça parle. Je pense que ce podcast va être utile pour les athlètes,
C'est mon but principalement d'aider l'athlète, mais ouais, aussi les coachs qui nous écoutent et nous deux. Donc ça sera une réflexion hein, aussi. Moi aussi, ça me permet de reparler un peu de ça, de ressortir un peu ce que j'avais eu de cette formation-là. Et c'est assez important. Donc comment avoir une communication efficace? Tout d'abord, ça passe par l'écoute. Écouter l'autre de manière attentive, sans vouloir déjà embrayer sur ce on a envie de dire. Donc c'est hyper important, donc l'écoute active, je pense qu'on a déjà entendu parler, donc forcément c'est écouter avant de parler, c'est voilà, acquiescer, comprendre, reformuler. Ok, si je comprends bien, ce que tu me dis, c'est que tac, tac, tac. Et donc ça aide la personne vraiment à s'exprimer davantage. Et souvent, bah, on a vite tendance à vouloir apporter une solution et il n'y a pas toujours une solution à apporter. Et au moins, il faut au moins écouter avant de l'apporter. Donc souvent, on a tendance à dire ah non, bah alors si t'as ça, bah c'est ça. Tiens, là tu progresses pas, bah alors c'est parce qu'on a peut-être géré trop de volume ou quoi. Bah peut-être laisser la personne s'écouter, elle va peut-être dire bah en fait non, j'ai pas progressé parce que à ce moment-là j'ai eu un facteur en plus ou des choses comme ça. Et donc ça c'est hyper important. Euh, Pas toujours trouver une solution aussi à un problème, une problématique qu'on rencontre. Ça c'est super dur hein, en tant que coach parce que nous on a un peu des problèmes, on a envie de résoudre un problème à chaque fois. En fait c'est un peu, on aime bien ces choses-là. Et donc c'est important de laisser la personne parfois de ne pas résoudre ce problème-là et au moins d'écouter ce qui se passe. Donc faire en sorte que l'athlète s'exprime sans crainte, donc montrer de l'empathie, donc voilà, bien reformuler. Donc il y a un petit modèle de communication, donc le message passe par un canal, on reçoit le message et puis on fait un retour. Donc il y avait le modèle de Bono. Donc voilà, on va se baser sur les faits et les données qu'on rencontre. Ensuite, il y a l'intuition, les émotions, risques et dangers, les bénéfices et les points positifs, créativité et solutions alternatives, planification, réflexion sur la réflexion. Donc ça, je vais pas trop détailler là-dessus, mais voilà, c'est important. C'est important d'avoir cette communication et voilà maintenant à nous de voir en tant que coach athlète euh, quelle part de communication on a envie d'appliquer dans notre pratique. Donc c'est ça qui est intéressant à travers ben, les médias vocaux, vidéo, réels. Donc c'est important d'avoir un petit peu de tout, je dirais. Et voilà, donc ça c'est important. Et puis ça peut aussi se communiquer par bah, l'expression verbale et plein d'autres choses aussi. Voilà, je vais pas trop me détailler là-dessus sur la communication. On va aborder maintenant sur les analytic skills, donc les compétences analytiques. Donc il y avait donc les skills de communication, ça on en a brièvement parlé donc ouais, analytic skills. Donc c'est un peu voir voilà, l'athlète fait face à un problème, comment aussi l'identifier. Donc il y a justement cette communication. Donc on va avoir un outil spécial. Donc voilà, l'athlète forcément, bah, c'est plus qu'un sportif, il y a plus qu'une performance à un instant T. Donc voilà, parfois on va se baser sur une performance à l'instant T. Voilà, il y a un problème sur l'entraînement. On n'a pas réussi à maintenir le front lever qui était d'habitude. Le squat c'est mal passé. Là, on a échec alors que ça aurait dû être RPE 7. Voilà. Peut-être que c'est dû à des facteurs externes, forcément sommeil, nutrition, on pense vite à ça, mais il y a peut-être autre chose aussi, il y a la vie sociale, les études, le stress, qui sont là à prendre en compte. Donc voilà, c'est un modèle holistique avec travail, stress, relations, contexte social. Donc ici, le modèle qu'on va voir ici pour avoir des skills d'analyse, en fait, c'est comprendre un peu pourquoi. Et donc, voilà, là, je t'ai cité un exemple Matrix, une perf qui s'est mal passée, mais il y a aussi peut-être de l'anxiété. Donc voilà, on sent que certaines personnes, dès qu'il y a une performance à réaliser en compétition ou quoi, peuvent être anxieuses. Et donc, comment est-ce qu'on va essayer d'identifier tout ça? Donc, un modèle qui est pas mal utilisé, c'est le modèle SPACE ou le ABC. Space Model, donc on va principalement se baser sur Space qui est un peu plus développé, donc S, situation, P, physiologie, A, action, C, cognition et E, émotion. Donc la situation, bah forcément, ouais, c'est ce qui se passe. Ok, donc j'ai raté ma perf, ça s'est mal passé. Physiologie, qu'est-ce que j'ai ressenti Qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'étais sous cette barre
plus dans mon corps, hein, vraiment. Ok, là, je me sentais, j'avais chaud, je tremblais un peu, j'avais le cœur qui battait un peu plus vite. Euh, donc voilà, ça c'est des physiologies, qu'est-ce que j'ai ressenti. Donc je me sentais fatigué, l'énergie qui partait. Quand je suis arrivé au rebond, j'ai failli tomber dans les pommes. Donc, je sentais que je partais ou je me sens, enfin non, ça c'est peut-être plus dans je me sentais lourd peut-être, ou courbaturé. Voilà, c'est peut-être encore un peu dans la physiologie. Les actions, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Ok, j'étais en bas, ben, j'ai vraiment pensé à pousser mes genoux en avant. Enfin, j'ai poussé mes genoux en avant. Je me suis énervé, je tremblais. J'ai serré fort les barres pour rester en place. Ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors, bah, par exemple, la situation, c'était peut-être juste, j'étais stressé, je me sentais stressé, je tremblais, et les actions, c'est j'ai été boire un verre d'eau ou j'ai respiré, par exemple. C'est c'est une autre situation, mais là, on va plus parler d'une performance. Cognition, qu'est-ce que je ressentais? Ok, là, je me suis dit, ok, c'est lourd sous cette barre. Ou alors, justement, par exemple, ça s'est bien passé, lightweight, je suis fort, je me suis dit, je pense que je suis fort, je suis fort en toute cette barre, je suis faible, oh, fais chier, j'arrive pas encore, un échec. Donc voilà, c'est c'est des conditions qu'on peut analyser. Et ensuite, les émotions. Euh, je kiffe, je tiens mon front, c'est le meilleur moment de ma vie. Ou alors, ça bouge vite. Ou alors, je suis heureux. Ou alors, plutôt, ben là, souvent, ça sera plus dans le sens négatif. J'étais anxieux déjà à l'idée d'aller sous la barre. J'étais euh, triste de ne pas pouvoir la passer. Donc c'est des émotions qu'on peut noter. Et tout ça, en fait, bon, on peut simplement le noter. Donc après coup en général, en rétrospective. Et on peut faire ça ensemble, par exemple. On crée une feuille et on se la partage. Ou voilà, un outil qui est assez intéressant. Et le ABC modèle, c'était à peu près le même système. C'était antécédent, comportement et cognition, il me semble, un truc du style. Je ne l'ai pas sous le nez. Donc voilà pour l'analyse de la situation. Donc un outil concret, Space Model, ça peut être assez pertinent. Et ça permet de prendre quelques réflexions sur un événement T. Ensuite, un chapitre que j'adore et que je te parle souvent dans les vidéos YouTube ici, je vais peut-être pas trop en revenir, mais c'est vraiment la fixation d'objectifs. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Donc les objectifs de processus versus les objectifs de performance, objectifs de maîtrise versus performance. Enfin, processus maîtrise, c'est à peu près la même chose. Ça me parle beaucoup parce que j'ai fait aussi un master en psychologie. Enfin, j'ai fait un mémoire sur la psychologie du sport en triathlon. On comparait un peu les objectifs de maîtrise, la dynamique de la passion et la théorie des buts aussi et le flow. Donc on a mis ces quatre éléments en interaction et c'était vous allez rire, c'était plus dans le triathlon parce que j'étais avec un collègue et c'était une discipline qui s'y prêtait assez bien pour faire le questionnaire. On avait pas mal d'échantillons sous la main et tout. Donc voilà, bref, il y avait des corrélations assez intéressantes. Enfin bref. Revenons aux objectifs. Donc voilà, objectif de maîtrise. C'est des objectifs un peu plus sur voilà, forcément le processus, sur à quel point ma technique était bonne, est-ce que j'étais régulier à l'entraînement, est-ce que j'étais régulier sur mes séries, est-ce que j'ai fait mes séances jusqu'au bout, versus des objectifs de performance. Ok, est-ce que j'ai battu les autres, est-ce que j'étais premier, est-ce que j'ai battu un record personnel ou même absolument, voilà, je PR à toutes les séances, objectifs de performance, je complète toutes mes séances, peut-être objectif de processus par exemple. Donc ça c'est important. Et ça c'est hyper important et c'est un truc que je retiens maintenant, j'essaye de mettre en place aussi avec mes nouveaux coachés en tout cas. Parce que souvent j'étais là, ok, ben, t'as envie de réussir quoi comme mouvement, liste-moi une liste de 5 objectifs. Front lever, planche, HSPU, traction 50 kg, dips 100 kg et voilà, c'est tout. Bah, maintenant j'aime bien aller chercher un peu plus loin. Pourquoi est-ce que tu as envie de faire ça? Donc on en revient un peu au pourquoi. Et on en revient aussi à se dire, en dehors de tout ça, bah, qu'est-ce que je peux faire peut-être pour réussir ça? Il y a peut-être un truc à faire, hein. Par exemple, appliquer une bonne technique sur chaque exercice, donc garder des répétitions en réserve. Je trouve que c'est un bel objectif de processus.
respecter le plan. Voilà, c'est toutes des choses. Si on a tendance à skipper les accessoires, ben, tout réaliser. Euh, euh, être moins hypé pendant ses entraînements, donc, ou plus hypé. Donc, en général, mieux vaut tourner quand même aussi ce qu'on fait comme action de manière plutôt positive. Même chose dans les cues qu'on donne, etc. Et ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est important de. J'aime bien essayer d'être un maximum positif, même si voilà, forcément il y a parfois du négatif, mais il y a toujours moyen de tourner aussi le négatif en positif. Donc plutôt que de dire je pense à ne pas rester en bas, ben, monte en haut, quoi. Enfin, tu montes. Donc c'est beaucoup plus intéressant aussi, et ça on le verra aussi. Ben, par exemple, dans les objectifs, en fait, il y a aussi dans ces objectifs-là, justement, il y a approche et évitement. Et donc forcément, on a envie de se diriger beaucoup plus vers l'approche, donc performance à approche. Ok, j'ai envie d'être premier, j'ai envie de battre j'ai envie de battre mon record. Performance évitement, c'est encore pire. Ça, c'est plus, je n'ai pas envie d'être dernier ou je n'ai pas envie de faire moins bien que la dernière fois. Donc ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, bah, on ne peut pas s'empêcher de penser ça. Par exemple, ici, je vais te citer un cas concret. Je suis qualifié au championnat de Belgique, mais à mon avis, je devais être genre le 10e ou 9e sur les 10 places disponibles. Et mon objectif, ça sera peut-être de ne pas être dernier. Mais je vais pas essayer de le tourner comme ça. Moi, je vais essayer de le tourner comme j'ai envie de faire un meilleur total que la dernière fois. J'y vais pour kiffer l'événement, j'y vais pour emmagasiner de l'expérience en tant que coach et athlète. Donc voilà, 3 objectifs, je vais kiffer, ça c'est génial, ça c'est vraiment très performance. J'ai envie de faire mieux que la dernière fois, là ça sera peut-être, j'ai envie de battre mon PR sur mon total ou sur tous les mouvements. Bah là ça sera objectif de performance forcément, et kiffer, bah voilà, processus et gagner une expérience et tout, bah là c'est aussi processus. Ou être un meilleur coach, c'est peut-être aussi performance. Donc voilà, et c'est important d'avoir les deux en fait. C'est pas forcément. Souvent les meilleurs athlètes en général sont plus performance, mais en général on sait que pour avoir une pratique plus saine, etc., on a tendance à être plus dans la maîtrise. Et donc on peut aussi donc prioriser forcément pour une pratique durable, l'objectif de maîtrise. Et donc voilà, par exemple, gérer le stress, améliorer sa technique et avoir son PR, ça c'est des trois objectifs qu'on pourrait citer. Donc il y a une étude de Van Ypren qui est bien faite là-dessus aussi, je pense que j'en avais parlé dans une de mes vidéos YouTube. Voilà, donc ensuite maintenant on va apporter la régulation du bruit, donc la hype et rester calme. Donc voilà, maintenant on voit tout le monde en street lifting, powerlifting, hop, full ammoniaque, on se tape la tête dans les murs et on explose, on se frappe dessus pour valider une perf. L'idéal c'est de trouver un niveau optimal de bruit, et forcément ça va dépendre des gens. Donc là on voit un peu l'extrême là, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise à juste écouter un peu de musique, respirer, même rien écouter, juste rester dans leur zone et puis venir. Et parfois, on sait qu'il y a des fois, bah, tu vas l'expérimenter toi, tu es trop hypé, tu trempes sous une barre et tu es un peu moins performant, alors que parfois tu es plus relax et ça marche mieux. Et il y a par exemple des mouvements où si tu es full hype, ça dépend un peu aussi du mouvement et du contexte. Pour un handstand par exemple, t'as pas intérêt à être trop hypé pour faire ta handstand push-up, ça va faire un énorme bracing et exploser. C'est un peu plus dans le contrôle, plus dans le flow. Voilà, pour une planche ou un front, parfois il faut quand même être plus une grosse figure de force. En général, il faut un peu avoir le même processus quand même que le reste, mais il faut quand même être assez conscient de ses activations. Et c'est ça aussi, parfois, quand on est trop hypé, ben, on oublie certaines positions techniques ou on oublie des trucs. Donc ça dépend un peu de l'individu, forcément. Je pense qu'il y avait la loi de Yerkes Dodson, donc forcément l'idéal c'est de trouver le niveau optimal d'arousal, de bruit. Donc trop excité, ça peut générer de l'anxiété, et justement pas être trop excité, ça manque d'engagement, etc. Et ça on le voit parfois, il y a des athlètes aussi, bah, t'as poussé là. Donc parfois on a tendance ici à s'endormir. Moi je sais qu'à titre personnel, je suis beaucoup plus calme. Et ça, c'est aussi une de mes forces, je dirais, en tant que coach, c'est que parfois, moi, vu que je suis assez calme, je vais arriver et je vais peut-être naturellement calmer un peu l'athlète, juste par ma présence plus calme, même si, voilà, je m'emporte aussi, hein, comme tout le monde, je pense, mais voilà, ça, c'est des choses aussi. Et par exemple, bah, voilà, si vous êtes un coach et vous avez votre athlète qui est un peu excité, bah, essayez d'être plus calme avec lui, sauf si ça marche vraiment bien, là, vous pouvez quand même essayer de rentrer un peu dans son jeu, ou inversement.
Donc voilà, et bah, par exemple, si vous êtes un peu trop hypé et que vous savez que ça a tendance à être problématique, quels outils on peut faire pour se calmer? Bon, on peut respirer simplement, je trouve vraiment c'est un super outil. Respire, s'isoler un peu, mettre de la musique calme, plus calme, méditer, faire un body scan. Donc par exemple, ok, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma tête? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ma clavicule? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon thorax, mes hanches, voilà, est-ce que j'ai chaud, etc. Et à l'inverse, si on est un petit peu trop motivé, bah, pas assez motivé, là on peut, euh, on peut écouter de la musique, avoir un discours interne positif. Euh, Let's go, allez, c'est vraiment le moment là, on y va. Visualiser, ouais, là cette barre en haut là, donc voilà des petites choses, soulever les poids, truc assez cool. Donc voilà un peu pour réguler ses émotions. Donc ça paraît un peu évident, mais voilà c'est toujours bien d'y penser. Il y a des outils concrets, il y a moyen d'aller un peu plus en profondeur là-dessus. Par exemple, on peut essayer de se préparer un petit rituel aussi si on a tendance à se dire bah voilà on a fait en fait il faut relier un petit peu toutes les choses. On a fait une analyse un peu de la situation avant. Ben ok, on sait que la problématique c'était peut-être justement l'arousal et on s'est peut-être trop excité, trop hypé. Et la prochaine fois, ben, on va essayer de trouver des solutions aussi pour ça. Ou alors peut-être pas parce que c'était peut-être positif justement et qu'il n'y en avait peut-être pas non plus. Ensuite, là, on va parler aussi de la régulation maintenant des émotions. Donc voilà, forcément, là, on a un peu la hype, mais après, parfois, il y a aussi des émotions qui se passent. Et donc, on sait qu'on a souvent tendance à se penser pensées négatives qui viennent souvent en boucle pendant l'effort. Et là, c'est vrai qu'on parle souvent aussi d'un effort à l'instant T, mais j'aime bien aussi. Il y a aussi ça sur la pratique, sur la durée en fait. Par exemple, la hype sur la durée. Admettons, t'es en semaine 1 de bloc et tu prends déjà ta caféine, tu prends déjà ton ammoniac et tu te casses déjà la tête. Ben, qu'est-ce qui va se passer en semaine 5? C'est un peu compliqué quoi. Donc moi je dis parfois à mes athlètes vraiment calme-toi là, c'est la semaine 1. On va gérer un petit peu ça, on va construire un peu parce que de nouveau c'est aussi un instant T aussi. Euh, donc c'est important d'y aller un peu plus cool aussi en fonction des périodes. Et c'est ça aussi en streetlifting, si tu te hype sur tes 4 livres sur une compétition, bah, tu peux vite rincer à la fin aussi un peu. Donc parfois c'est pacer un petit peu tout ça, pas envoyer toute ta hype directement quoi. Donc ça c'est important. Même chose, ben maintenant on va aborder les pensées un peu plus négatives. Voilà, pensées négatives. Qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Voilà, je suis faible, je rate toujours mes lifts, j'ai jamais passé 10 kilos, j'y arriverai jamais, etc. C'est des trucs qu'on peut avoir aussi à l'entraînement. Le handstand, voilà, le handstand c'est un truc qui t'apprend énormément sur ta psychologie et c'est ça qui est chouette. C'est voilà, je rate et puis ok là je suis un peu plus dans l'instant, je sens. Euh, voilà, vis-à-vis d'une barre, vis-à-vis d'une compétition, là j'ai pas envie d'être dernier, je vais me désinscrire. Là ça fait des années que je m'entraîne, lui il s'entraîne depuis un mois, il est beaucoup plus fort. Ça fait 5 ans que je m'entraîne, j'ai toujours pas de front lever. Qu'est-ce que je suis pour participer à cette compétition là? J'ai un total à peine à 300 kilos. Donc voilà, tous des petits trucs qui peuvent passer et ça, c'est sur plus du long terme, mais maintenant, même lors de l'effort, euh, moi, je me suis mal mis là, c'est mort. Et donc voilà, parfois, il faut avoir des petites techniques. Donc ici, on va juste voir quelques petites techniques aussi pour noter ça. Bah, parfois, essayer de détecter toutes ces pensées-là. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là aussi? De nouveau, prendre potentiellement des notes après. Et donc, on peut utiliser des techniques, par exemple, l'écriture expressive de Cresswell et Hall en 2005 qui ont noté un peu une étude là-dessus. Donc, noter ses inquiétudes pour libérer son esprit. Donc, voilà, peut-être noter un peu tout ce qui se passe de son côté. Ça fait parfois du bien. Moi, j'aime bien parfois aussi peut-être faire l'inverse en mode gratitude. Ok, ben, j'ai la chance de m'entraîner depuis 10 ans, je me suis pas trop blessé, j'ai quand même ces performances-là. C'est pas donné à tout le monde, voilà, c'est des trucs qui peuvent être assez intéressants. Euh, Faire du positive self-talk, donc auto-affirmation positive, Critcher et Dunning en 2015. Donc écrire ce qui nous motive et renforce la confiance. Voilà, un peu essayer de voir ce qui nous motive et ce qui nous renforce. Euh, Moi, par exemple, réussir un mouvement stylé, même si parfois je réussis juste un front, je me dis putain, c'est vraiment stylé de faire un front. Ou même mon squat là, il est beau quoi. Ok, enfin, je sais qu'il n'est pas encore très performant, mais parfois il est bien passé, c'est beau.
je suis fort, tu vois, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Parfois, ça fait du bien de se le dire. On sent que ça nous booste aussi, et même avant un entraînement où ça progresse. En fait, c'est vraiment, plus forcément, il y a des périodes difficiles, hein, mais en général, voilà, on prend du recul un peu sur la situation, et ça fait du bien de se dire ce genre de choses-là. Je peux y arriver. Discours interne positif, c'est plutôt le aussi. Ouais, auto-affirmation, discours interne positif. Euh, Parfois, on peut aussi avoir une motivation un peu plus négative aussi. Parfois, bah, voilà, moi, je me dis souvent, je suis faible, je suis con, voilà, un peu négatif. Donc, ça dépend un peu de tout le monde. Chacun, on est tous comme ça. On a tous un dialogue interne aussi négatif. Parfois, se dire, voilà, est-ce que c'est moi qui pense ça? C'est qui pense ça? Est-ce que c'est réel? Donc, ouais, se questionner là-dessus. Et parfois aussi, je trouve que c'est positif. Enfin, moi, j'aime bien avoir cette motivation de ne pas être faible aussi. Je trouve que c'est cool. J'avais un peu cette phrase, être fort, être faible n'est pas un problème, mais le rester l'est, ou un truc du style. Et du coup, on trouve des solutions pour ne pas plus l'être. Et parfois, c'est cool aussi de se dire ça. Et ça nous pousse. Moi, je trouve que c'est quand même un driver aussi à faire ça, parce que si on est fort, on s'en fout un peu. On est là, ouais, bah, ouais. Et si on est faible, ça nous frustre un peu, et ça nous motive peut-être à aller s'entraîner aussi. Donc, certaines personnes marchent un peu plus aussi à la claque, ou à l'évitement d'un discours négatif, on va dire. Ensuite, on peut avoir des feedbacks plus instructionnels ou motivationnels. Instructionnel, c'est peut-être pas le bon terme, mais en gros, on guide l'action, donc avec un truc concret. Ok, respire, gonfle le thorax, posture stable, serre fort la barre. Donc, c'est des trucs qui peuvent déjà un peu, ou serre tes poings, tu vois, ça te donne déjà un peu plus de patates. Ou alors motivationnel, allez, t'es fort, tu vas y arriver, tu peux le faire. Let's go. Donc voilà, des petites choses. Ensuite, on va parler un peu de visualisation et pleine conscience. Donc, c'était plus dans ouais, l'imagerie mentale, hein, l'imagerie mentale plutôt. Donc, bah, comment est-ce qu'on va faire en place une imagerie mentale positive? Donc, souvent, on a tendance à se projeter, à imaginer une perf. On peut le faire troisième personne, première personne, on peut ressentir l'événement, etc. On peut le faire, souvent on le fait un peu de manière inconsciente. Si tu fais du street, bah ça c'est trop bien, parce que tu as sans doute rêvé déjà de réaliser certains mouvements. Tu rêves la nuit de faire une figure ou quoi, ou même tu es là, tu te fais chier au boulot ou quoi. Tu sais que plus tard tu as ton entraînement, et tu te dis allez, je vais me placer comme ça dans ma planche là, je vais bien je vais déjà mettre. Et ça, c'est instinctivement, une fois qu'on est un peu trop drivé dans la discipline ou quoi, on en fait toujours un peu de la visualisation. Maintenant, on sait qu'adopter une pratique de visualisation mentale en dehors des trainings de manière planifiée, par exemple se dire ok, je vais faire 15 minutes, une demi-heure de visualisation, voilà, 2-3 fois semaine, même tous les jours si tu veux, a des bénéfices. Et donc dans cette pratique, on peut mettre en place certaines bonnes pratiques. Il y a moyen de la faire un peu mieux, donc c'est un entraînement aussi à part entière de visualiser, ça s'apprend. Ici, on va se baser sur le modèle PETLEP, donc Athlète et Hoffman en 2014, donc PETTLEP. Ils sont forts en psycho pour donner les foules initiales. D'ailleurs, en entraînement aussi, on en a des trucs pas mal, mais il faudra que je t'en cite quelques-uns. Ensuite, physical, donc sensation, qu'est-ce qui se passe au niveau physique? Donc voilà, qu'est-ce que je ressens dans le mouvement, quel muscle je contracte, quelle intention j'ai envie de pousser cette barre dans le sol ou bien serrer la barre, etc. Environnement, ben on va essayer d'imaginer l'environnement exact à la lettre. Ok, je connais l'endroit de la compétition, je sais que le rack, etc. et tout. Et c'est ça qui est cool en force, c'est qu'en fait on connaît quasiment tout le contexte. Tandis qu'en sport collectif, tu sais pas quel adversaire va te choper à tel moment, tu sais pas s'il va faire beau dehors ou pas. Nous, on sait qu'on va être dans une salle, on connaît un petit peu une fois qu'on a déjà fait une compétition. On sait exactement, quasiment à la lettre, ce qui va se passer. Où est-ce placé tel rack, etc. Donc là, ouais, voilà, vraiment sentir, ok, je sais que la boxe est à tel endroit, je sais que j'ai une vue là-dessus, etc. Qu'est-ce que je vois, la tâche, donc visualiser chaque étape de l'action. Timing, donc combien de temps ça va durer, est-ce que je compte mes secondes, 1, 2, 3 pour avoir le hold, donc j'attends les ordres, voilà, petit truc. Apprentissage, donc ajuster les stratégies,
Donc là, ça va dépendre un peu plus de la tâche. Émotion, donc célébrer par exemple à la fin de son lift, yes, où on gueule, waouh, c'était dur. C'est voilà, vraiment les émotions qu'on a. Perspective, donc est-ce qu'on va se voir à la première personne ou à la troisième personne, ça c'est important. Je pense qu'on a un peu naturellement tendance à se voir d'une certaine manière. Moi, à titre personnel, je sais que j'ai tendance toujours à visualiser à la troisième personne. Je crois que euh, j'ai joué plus à des MMO qu'à Call of. Peut-être. Enfin bon. Du coup, c'est important. En général, on sait que la vision à la première personne est quand même meilleure. Voilà, ça peut être bien de développer les deux compétences. Donc voilà, c'est des trucs que tu peux préparer aussi en amont, hein. Tu peux aussi noter. Ok, je vais faire ma séance de visualisation, modèle PETTLEP, donc physique, environnement, tâche, timing, apprentissage, émotion et perspective. Donc forcément, c'est en anglais, donc le learning à la place de ça, mais le reste est bien traduit. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir développer aussi la pleine conscience, donc être ancré dans le présent pour éviter l'événement du futur, hein. Donc voilà, forcément, on visualise, tu vas être plus dans l'instant T. Ouais, donc c'est plus de la mindfulness, pardon. Donc voilà, tu réagis d'une certaine manière dans la compétition, bah, essayer d'être dans le présent, dans le maintenant, pas penser à la barre qui va arriver ou à ce qui s'est passé avant. Voilà, ton muscle up s'est mal passé, tu t'es pris un arrêt pour les ordres ou quoi, ou la feuille de match a été un peu moins bien gérée là-dessus, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait vraiment là, trouver des solutions. Euh, et après, on peut faire des techniques, hein, marcher en pleine conscience, manger en pleine conscience, voilà, méditation, mindfulness, bref. Ensuite, on va parler enfin, ce qui nous intéresse peut-être le plus, la résilience, la gestion de l'échec. Donc le but, c'est de transformer un peu son échec en apprentissage. Donc par exemple, avoir une interprétation adaptative. J'ai appris une leçon, voilà, forcément chaque échec est, on va dire, assez positif. Bon, moi ça fait des années que j'overshot et que j'ai toujours pas appris, mais j'essaye. Et chaque fois je me dis, allez, j'apprends cette fois, et c'est ça qui est chouette, c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Chaque fois j'apprends un peu, ah tiens, là j'ai peut-être un peu trop push sur ce bloc. À titre personnel, je suis souvent dans le trop, parfois certaines peut-être d'être plus dans le pas assez. Parfois ouais, j'aurais dû, voilà, là j'aurais peut-être pu mieux gérer mon alimentation à ce moment-là, j'aurais peut-être pu mieux gérer ma pensée, je me suis trop hypé, pas assez hypé. Tous des petits trucs qu'on peut apprendre aussi pour être plus résilient, parce qu'on va dire voilà, si ça s'est passé comme ça, et on va voir. Ensuite, on peut avoir un peu la théorie de l'attribution des causes. Donc il y a une Weiner en 2012. Donc, est-ce que la cause est interne ou externe? Donc c'est toujours, voilà, est-ce que c'est moi le responsable? Donc voilà, on sait que c'est quand même bien de prendre un peu plus de responsabilité en général. Mais bon, parfois il y a des trucs qui ne sont pas du tout de notre contrôle externe. Voilà, le spotter a mal mis la box à tel endroit, je l'ai touché sur mon muscle up, ça a été un peu plus gênant. Là, il l'a laissé un peu trop haute. Voilà. Après, maintenant, comment est-ce que je vais. Après, on va voir le reste. Mais ensuite, il y a contrôle et incontrôlable. Est-ce que c'était contrôlable ou pas? Et est-ce que c'est stable, temporaire ou définitif? Donc, ça, c'est important. Donc, voilà. Attribuer une cause. Donc, est-ce que je peux le contrôler? Est-ce que ça dépend de moi ou pas? Interne ou externe? Contrôlable ou incontrôlable? Stable ou instable? Donc, ça, c'est intéressant. Et par exemple, ça peut aussi être dû. Voilà, j'ai raté un bloc. Est-ce que c'était dû à moi ou un facteur externe? Bon, en général, c'est quand même peut-être dû à nous, mais est-ce que vous aviez un mauvais coach qui vous a mal programmé le bloc? Ou est-ce que c'est une erreur un peu des deux, par exemple? En ce moment, ça sera peut-être un peu des deux. Est-ce que tu avais beaucoup d'examens à ce moment-là? Peut-être que tu pouvais pas trop contrôler ça. Est-ce que tu avais beaucoup de boulot à ce moment-là? Euh, donc voilà, est-ce que tu pouvais le changer finalement? Peut-être que oui, peut-être que non. Et est-ce que c'était temporaire ou définitif? Si c'était temporaire, voilà, c'était une période difficile que tu as traversée. Tu sais que la prochaine, où ça sera un peu plus facile, elle sera meilleure. Donc ça, c'est super chouette. Ou est-ce que c'est définitif? Voilà, est-ce que j'ai un bras coupé? Je sais pas, mais voilà, ils ont déplacé une machine dans la salle. Je vais devoir m'habituer à cette machine-là. Là, t'as pas le choix, quoi. Donc voilà. Et donc on a deux chemins possibles. Donc,
en général, on a envie plus d'avoir un échec adaptatif. Donc voilà, c'est l'interprétation un peu adaptative. Donc voilà, c'était plus moi qui ai raté. J'aurais pu le contrôler et c'est temporaire. Ça, c'est l'idéal. Voilà, on sait qu'on va pouvoir facilement attribuer ça. Donc bah, voilà, l'échec interne, c'est moi le responsable. J'ai overshot, j'ai mis plus lourd. Je peux le contrôler, bah oui, j'avais qu'à mettre moins lourd. Et c'est temporaire, bah oui, au prochain bloc, je vais mettre plus léger. Et voilà, ça c'est un chemin très très positif, donc adaptatif pour gérer cette résilience. Et ensuite maladaptatif, donc bah voilà, là c'était peut-être pas moi qui ai mis le poids sous la ceinture. Mon coach m'a dit de mettre ça. Euh, je ne pouvais pas le contrôler, on me l'a forcé à le faire. Et assez définitif parce que c'était le seul moment où je pouvais le faire. Ouais, j'en sais rien, mais voilà, c'est une idée. Je pense qu'il y a moyen de trouver des meilleures choses aussi. Donc voilà. Ensuite, on peut parler un peu de personnalité aussi. Encore deux, trois petits trucs à aborder. Donc, ce que c'était un peu avant dans les chapitres, mais voilà. Ça, c'est un truc aussi qu'on peut faire aussi en amont, forcément. Bah, c'est un peu, en tant que coach, tu as peut-être suivi une formation où tu avais des couleurs, le modèle brick ou brisque, voilà, le truc de test de personnalité, bref. Ici, on peut faire le modèle des Big Five. Il se base sur l'ouverture. Donc, est-ce qu'on est plutôt créatif ou conservateur? Est-ce qu'on est consciencieux, plutôt rigoureux ou désordonné niveau de conscience? Donc, ouverture, conscience, extraversion, agréabilité et neuroticisme. Donc, est-ce qu'on est créatif, conservateur, conscient, rigoureux ou désordonné, sociable ou plutôt réservé, extraverti, introverti, agréable, est-ce que je suis plutôt coopératif ou compétitif, anxieux ou stable, neuroticisme, donc anxieux ou stable. Et donc voilà, forcément, on va peut-être se retrouver un peu là-dedans, et ça peut être bien de savoir un peu où est-ce que son athlète se situe aussi. Et ensuite, on va pouvoir adapter en fonction du profil. Forcément, extraverti, il aura peut-être besoin de plus de stimulation. Introverti, un anxieux, peut-être plus d'énergie, d'exercice de relaxation. Et perfectionniste, il a accepter un peu l'imprévisibilité. Accepter certaines choses peuvent être progressives et mieux faites, etc. Et que c'est progressif. Voilà, on va parler aussi maintenant de routine mentale aussi qu'on peut préparer pour se préparer au succès, à la réussite. Donc on peut avoir des routines de pré-performance, donc peut-être avec cette technique de visualisation, auto-affirmation positive, respiration. Donc ça peut être très bien. Voilà, on sent que ça arrive. Respirer, peut-être refaire un peu de visualisation en amont de la performance, positive self-talk, donc auquel je suis le meilleur, je vais le faire, je peux le faire, je me suis préparé pour. Maintenance, donc là c'est plus dans une checklist des gestes, ça c'est important aussi. Voilà, enfin, c'est un peu les cues ou les automatismes qu'on a, les rituels, ça c'est important aussi. Voilà, je me place en planche, je sais que je mets un avant-bras plus un point, je serre fort les barres, je me préactive, je pousse mes épaules en avant, j'abaisse mes épaules dans mes poches, je serre la barre, je respire un peu, je pousse ma hanche dans le sol, je ligne à crever, je fléchis je pousse mes barres dans le sol, je m'aligne, euh, je rapproche mes épaules l'une de l'autre pour engager mes pecs, voilà, des petites choses aussi qui peuvent aider à tenir. Ou en squat, voilà, je fais mon dérail, je serre les pieds, j'ancre ma barre, je la casse sur mon dos, je la pousse sur mes scapulaires, sur mon épine scapulaire. J'expire l'air des poumons, je gonfle mon diaphragme, je descends, je pousse le sol, donc tous les petits trucs checklist complète par exemple pour réussir le mouvement. Et donc c'est pré-performance pendant l'action. Après ça peut être aussi, là on parle de gestes, mais je pense qu'on peut aussi parler de plus d'émotion et d'énergie. Ensuite contingence, qu'est-ce qui se place en cas d'échec? Qu'est-ce qui va se passer si je rate ma troisième barre là? J'enchaîne la suivante. Je m'entraînerai mieux pour la prochaine compétition. Voilà, qu'est-ce qui va se passer en cas d'échec? Voilà, si le jour J, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, je suis préparé au cas où le jour J ça se passe mal. Voilà, je vais donner. Après, on peut le faire aussi à l'échec d'un bloc. Voilà, qu'est-ce qui se passe si ma semaine 4 se passe mal? Et je fais pas ma semaine 5, je fais une semaine d'introduction, je repars sur le prochain bloc, je fais un demi deload, etc.
Et post-performance, qu'est-ce que je peux faire? Réfléchir et ajuster. Donc voilà, on a vu pré-performance, maintenance et contingence. Donc plus pré-performance, contingence, maintenance pendant l'automatisation des gestes. Donc auto-information, automatisation des gestes, plan en cas d'échec, réflexion et ajustement. Comment est-ce qu'on va se préparer maintenant à gérer et parfois ce qu'on peut faire aussi, c'est se préparer à gérer l'imprévu. Là, on parlait de troisième tentative, mais qu'est-ce qui se passe si je rate ma première tentative? Bon, là, on va essayer de. On peut quand même s'imaginer le pire des scénarios. Voilà, c'est le pire des scénarios. Hein. On rate son premier muscle-up. Ça annonce la couleur pour le reste. Mais voilà, au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Il me laisse. Je suis disqualifié, j'ai pas de total, mais je peux quand même peut-être participer et emmagasiner un peu cette expérience. Et voilà. Euh, et après, peut-être que voilà, c'est peut-être pas peut-être que ça peut passer aussi. Ça sera peut-être pas être trop difficile direct. Voilà, j'ai encore peut-être 2 tentatives. Si je rate mon premier, c'est peut-être que j'étais pas assez concentré. J'ai eu Miss Groove, j'ai pas attendu l'ordre ou quoi. Donc je vais peut-être me concentrer là-dessus. Voilà, je vais essayer de m'arrêter là parce que ça fait quand même déjà un sacré épisode. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide, mais voilà. Donc c'était tout. Je pense que j'ai peut-être déformé certains mots, certaines traductions, donc et certains contextes qui peuvent être un peu plus développés. Ça faisait quelques temps aussi que j'avais suivi cette formation-là. Ici, je me suis fait un petit rappel. J'ai peut-être déformé certaines choses. Et je manque peut-être encore un peu d'expérience là-dessus à titre personnel, donc voilà, j'essaie de travailler là-dessus. Mais ça m'a fait un bon petit rappel de partager tout ça. Et j'espère que toi, en tant qu'athlète, tu vas pouvoir vraiment tirer des leçons de toutes ces stratégies. Ici, si je peux te refaire un petit récap, donc on a vu les skills de communication, les skills d'analyse, la fixation des objectifs, régulation du bruit, régulation des émotions, régulation des émotions et mindfulness, donc pleine conscience, gérer les pensées intrusives, l'imagerie mentale et résilience et personnalité. Et en fait, là, c'est vraiment un truc en béton parce que c'est tous des trucs qui sont quand même bien basés par la science et c'est assez prouvé. Et donc ici, si on va retenir quelques points positifs, donc voilà, un bon entraîneur, on va adopter une approche holistique et on va inspirer le changement. C'est vrai que j'aime bien la formulation là. Une communication essentielle, c'est indispensable entre relation athlète-coach, coach-athlète. J'aime bien dire, c'est vraiment un triangle. Hein, il y a vraiment relation coach-athlète, athlète-coach, et c'est un ensemble, donc c'est important. Fixer des objectifs bien construits, donc objectifs de processus de maîtrise, réguler ses émotions, ses pensées intrusives, donc gérer la hype et la pensée qu'on a pendant tout ça. Résilience, donc développer expérience, analyse des échecs et individualisation des stratégies en fonction du profil de l'athlète. Voilà, donc j'espère que ces outils, parler un peu de ce sujet-là sera intéressant. Moi j'ai bien aimé te faire ce podcast-là. Voilà, donc on va se retrouver pour un prochain épisode. Ici j'en ai un super sur la programmation, enfin j'ai déjà fait la masterclass YouTube. Je pense que je vais te sortir une autre masterclass version 2 avec un truc vraiment pas mal. Et voilà, dis-moi si tu as aussi d'autres idées de podcasts, etc. Il y a peut-être moyen de te dérouler un point plus important, mais je vais pas trop faire de podcast sur la psycho du sport. J'aime bien en faire un de temps en temps, enfin aborder le sujet de temps en temps aussi. Mais voilà, il y a sans doute d'autres personnes qui le font vraiment mieux que moi. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast. Je te souhaite de bons trainings et voilà, d'être fort mentalement. À toutes.